Le Burkina Faso, longtemps marqué par la violence et l'incertitude, connaît aujourd'hui un tournant inattendu. Dans le nord du pays, où l'absence était devenue la norme, des signes de vie renaissent, des marchés se réouvrent et des familles, autrefois déplacées, commencent à revenir. Ce retournement, pourtant modeste, pourrait bien signaler un changement de plus grande envergure, bien plus profond que ce que beaucoup imaginent. Ibrahim Traoré, loin des discours grandiloquents, joue un rôle clé dans cette transformation. Mais pourquoi cela pourrait-il affecter votre compréhension de l'avenir de la région? Découvrez comment une dynamique fragile peut se transformer en un avenir plus stable et tangible. Ce retournement au Burkina Faso, initié par une série de décisions stratégiques sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ne doit pas être sous-estimé. Là où l'anarchie semblait régner, des actions concrètes commencent à remodeler le paysage. Les retours de familles déplacées, l'ouverture progressive de marchés et la réhabilitation de puits abandonnés ne sont que des signes extérieurs d'une transformation plus profonde. Pourquoi cela devrait-il vous importer aujourd'hui? Parce que ce changement touche des millions de vies, de celles qui, au cœur de la violence, cherchent une simple possibilité de retrouver la paix et la stabilité. Loin de la promesse abstraite de la reconstruction, ces gestes quotidiens, comme réouvrir une salle de classe ou redonner de l'eau au puits, tiennent de la véritable résilience. L'enjeu est de savoir si cette dynamique fragile peut réellement se stabiliser sur le long terme. Ces premiers pas montrent que le retour à une vie normale est possible, mais quelles sont les véritables chances pour que cette stabilité se maintienne dans un contexte encore incertain? Ibrahim Traoré semble être au centre de cette équation, et les choix qu'il fait aujourd'hui détermineront demain. Le Burkina Faso, un pays rongé par la violence depuis des années, commence à montrer des signes de transformation inédits. Dans le nord et le centre, des zones qui étaient auparavant des terres de dévastation, la situation évolue lentement mais sûrement. Des marchés autrefois abandonnés réouvrent leurs portes, des familles déplacées rentrent chez elles, et des infrastructures essentielles, comme l'eau et l'éducation, recommencent à fonctionner. Cela semble modeste, mais ces changements signalent un basculement fondamental. La stabilité commence à se dessiner. Ibrahim Traoré joue un rôle clé dans ce processus. Loin des grands discours politiques, il a mis en place une stratégie qui repose sur des actions concrètes et mesurables. Plutôt que d'opter pour des solutions rapides, la stratégie qu'il a adoptée se concentre sur la sécurisation progressive du territoire, en ouvrant des corridors sécurisés, en rendant les routes praticables et en réhabilitant les puits pour garantir l'accès à l'eau. Chaque geste est une pièce du puzzle plus grand de la reconstruction, mais tous reposent sur une même logique: sécuriser l'espace, puis permettre aux habitants de revenir, et enfin soutenir leur retour à une vie normale. Cependant, cette transformation reste fragile. Chaque avancée est vulnérable à de nouvelles attaques, à des ruptures climatiques ou à des tensions internes. Le processus de réintégration des populations déplacées est également compliqué. Plus de 2 millions de personnes avaient fui ces régions, et leur retour ne se fait pas sans défi. Les autorités locales, aidées par des initiatives comme celle d'Ibrahim Traoré, tentent de reconstruire des bases solides. Mais chaque victoire est partielle et dépendante de la cohésion de ce processus fragile. Dans cette optique, le chemin vers une stabilité durable semble encore incertain, mais les premiers signes sont là. La transformation peut réellement avoir lieu. Les prochaines étapes détermineront si cette accalmie peut se traduire en un changement structurel et durable. Ibrahim Traoré n'est pas seulement une figure politique montante du Burkina Faso, il incarne une stratégie pragmatique de reconstruction qui repose sur l'engagement direct sur le terrain. En contrastant avec les figures classiques des gouvernements en exil ou les stratégies top-down, Traoré a privilégié une approche ancrée dans la réalité quotidienne des citoyens. Son objectif n'est pas de mener des campagnes spectaculaires,
mais de poser des fondations durables qui permettront à la population de reconstruire leur vie dans un environnement sécurisé. Dès ses premières actions, son approche a été claire. Rétablir la sécurité locale avant tout. Il n'a pas cherché à conquérir de nouveaux territoires, mais à en sécuriser les espaces essentiels pour permettre le retour des populations. La mise en place de premières patrouilles pour rouvrir les routes coupées par les groupes armés a été une priorité. Ces interventions précoces ont joué un rôle crucial pour établir une présence visible de l'État et faire comprendre à la population que la violence et l'insécurité n'étaient pas une fatalité. Les résultats ont été immédiats. Les familles déplacées ont commencé à regagner leur foyer. Un instituteur est revenu, ouvrant les portes d'une école délabrée pour accueillir quelques enfants. Les femmes, longtemps contraintes à l'exil, sont retournées chercher de l'eau dans des puits réhabilités. Ces gestes simples, mais significatifs, ont montré que la reconstruction passait d'abord par la reprise des gestes quotidiens. Pour les communautés qui avaient vécu dans l'incertitude pendant des années, ces premières actions ont agi comme des catalyseurs, insufflant une nouvelle forme de confiance. Mais ces efforts sont encore au début de leur parcours. Les défis à surmonter sont immenses, mais ces premiers succès montrent qu'il est possible de créer une stabilité durable, même dans un environnement aussi fragmenté. Les événements au Burkina Faso ont pris un tournant décisif après une période de terreur et de chaos. Le pays, marqué par des années de violence liées à l'insurrection des groupes armés, semblait être sur le point de se déchirer définitivement. Le nord et le centre étaient des terres laissées à l'abandon, où la violence avait forcé des millions de personnes à fuir, réduisant ces régions à des villes fantômes. Cependant, un changement de dynamique a commencé à se dessiner. Ce changement n'a pas été initié par des actions spectaculaires ou par des grandes déclarations, mais par des décisions prises au plus près du terrain. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la stratégie s'est orientée autour d'une sécurisation progressive des zones touchées par les conflits. Dès le début, l'accent a été mis sur l'ouverture de corridors sécurisés. Ces corridors, souvent constitués de routes réhabilitées et de zones protégées, ont permis d'ouvrir de nouvelles voies de circulation pour les civils et l'aide humanitaire. Les premières patrouilles déployées n'avaient pas pour objectif de faire reculer l'ennemi, mais de libérer les routes et de créer des espaces sûrs où les populations pouvaient envisager un retour. À mesure que la sécurité se rétablissait dans certaines régions, les premières avancées sont devenues visibles. Les familles déplacées ont commencé à regagner leur foyer. Des figures locales ont pris le relais, comme les enseignants et les commerçants, qui ont amorcé un retour discret à la normale. Les marchés qui étaient auparavant déserts ont commencé à recevoir des étals, d'abord de manière timide, puis progressivement de façon plus régulière. Le retour des familles n'a pas été uniquement une question de déplacement physique, mais une véritable réaffirmation de la vie ordinaire dans un espace qui avait été marqué par l'absence. Cette reprise a eu des effets en chaîne. Alors que les routes s'ouvraient, l'accès à l'eau et aux ressources de base était devenu plus facile. Les puits, qui avaient été dévastés ou contaminés pendant les années de conflit, ont été réhabilités. L'agriculture, un secteur essentiel pour la survie des communautés locales, a commencé à retrouver son dynamisme. Les familles qui avaient fui les terres agricoles ont commencé à revenir, à remettre les champs en culture et à relancer les productions agricoles. Cette revalorisation de l'agriculture a été un point stratégique pour établir l'autosuffisance alimentaire et créer une base solide pour les retours à une économie locale. Mais cette évolution n'a pas été sans risque. Chaque avancée a nécessité une consolidation constante de la sécurité. Les attaques, bien que moins fréquentes, n'ont jamais cessé complètement. Ibrahim Traoré a donc dû ajuster sa stratégie en fonction des nouvelles menaces, équilibrant la nécessité de maintenir un contrôle militaire avec l'urgence d'assurer une présence locale. À chaque étape, la fragilité de la situation était palpable, mais la résilience des communautés locales est apparue comme un facteur clé pour maintenir ce processus de transformation.
Le retour progressif des déplacés a permis une réactivation de l'économie locale, notamment dans les petites villes et villages. Le commerce local, qui avait été figé par les conflits, a retrouvé sa vitalité, mais à un rythme plus lent. Les marchés ont progressivement rassemblé les habitants, permettant aux petites entreprises de se relancer. De plus, la mobilisation de l'aide humanitaire et le soutien des organisations internationales ont contribué à renforcer la reprise économique. Au fil des mois, ce processus a continué à s'étendre. Des unités fixes ont été déployées pour maintenir la stabilité et empêcher tout retour en arrière. Leur rôle était de rester, de surveiller les tensions et d'intervenir si nécessaire pour préserver les acquis. La présence prolongée de ces unités a été essentielle pour garantir que les avancées ne se dissipent pas dans une nouvelle vague de violence. Le temps a montré que cette méthode, consistant à sécuriser rapidement les zones sensibles et à stabiliser les acquis à long terme, portait ses fruits. La dynamique qui a pris forme n'est pas une victoire pure et simple, mais plutôt un processus complexe et fragile, un retour à la vie ordinaire dans des conditions encore incertaines. Les premiers signes de normalité sont là, mais l'avenir reste fragile, dépendant de la solidité de l'équilibre entre sécurité, développement et cohésion sociale. Cette transformation est encore en marche, mais elle montre qu'il est possible de reconstruire une nation dévastée, étape par étape. La transformation progressive du Burkina Faso, particulièrement dans le nord et le centre du pays, peut être observée à travers des indicateurs concrets qui témoignent de la résilience des communautés locales et des actions déployées par Ibrahim Traoré et ses équipes. Les chiffres, bien que partiels, offrent une perspective utile sur l'ampleur du changement en cours, tout en rappelant la fragilité de cette évolution. Premièrement, un des indicateurs les plus marquants est le retour massif des populations déplacées. Selon les données disponibles, plus de 1 million de personnes ont pu regagner leur foyer dans les régions touchées par le conflit, un chiffre impressionnant qui témoigne de la capacité de ces zones à retrouver un semblant de normalité. Ce retour a été facilité par la réhabilitation des infrastructures de base, en particulier les routes et les puits. Par exemple, le nombre de routes sécurisées a augmenté de manière significative. Avant l'intervention des forces de sécurité, ces routes étaient inutilisables, contrôlées par des groupes zombies armés ou totalement détruites. Aujourd'hui, plus de 2000 km de routes ont été réhabilitées, facilitant non seulement les déplacements des civils, mais aussi l'acheminement de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Un autre facteur déterminant est l'accès à l'eau. Plus de 100 puits réhabilités dans plusieurs villages du nord et du centre du pays ont permis de rétablir un accès essentiel à l'eau potable. Ces puits, souvent contaminés ou détruits pendant les périodes de conflit, ont été une priorité dans le cadre des efforts de stabilisation. Le simple retour de l'accès à l'eau a eu un impact direct sur la sécurité des familles, en leur offrant une autonomie partielle et réduisant leur dépendance aux zones de conflit. L'importance de cet indicateur est évidente. L'eau n'est pas seulement une ressource vitale, elle est aussi un catalyseur de développement local, permettant aux communautés de se réinstaller, de cultiver et de reprendre leurs activités économiques. Dans le secteur agricole, un autre indicateur clé est la reprise de la production locale. Les efforts pour réintroduire des semences et fournir des outils agricoles ont permis à plusieurs régions de redevenir partiellement autosuffisantes. Des programmes de distribution de semences et de kits agricoles ont atteint plus de 200 000 agriculteurs, facilitant ainsi la culture de céréales de base comme le mil et le sorgho. Bien que l'agriculture ne soit pas encore revenue à son niveau d'avant-conflit, ces initiatives ont permis de lancer un cercle vertueux de régénération économique. Les familles qui sont revenues ont commencé à réinvestir dans leurs terres, tandis que des programmes de microcrédit ont permis à de nombreux petits agriculteurs de se relever. Le soutien à la relance agricole est également mesurable à travers les investissements financiers dans ce secteur. Un programme de près d'1 milliard de dollars a été alloué à la relance agricole dans les zones sinistrées. Ce montant, qui couvre l'achat de semences,
la fourniture de matériel agricole et le financement des infrastructures locales représentent un tournant pour un pays et dont l'économie avait été gravement affectée par la guerre. Ces fonds ont non seulement permis de relancer la production alimentaire, mais ont aussi aidé à rétablir un réseau de distribution locale, crucial pour la stabilité économique. Cependant, ces résultats sont encore fragiles. L'absence d'un contrôle militaire durable dans certaines régions, couplée à des conditions climatiques défavorables, représente toujours un risque majeur pour la stabilité de ces retours et de ces reconstructions. De plus, les tensions internes et les attaques sporadiques sur certaines routes montrent que la situation n'est pas encore totalement sécurisée. Il reste donc des défis à relever pour garantir que ces progrès ne soient pas effacés par une nouvelle vague de violence. Les données disponibles montrent que les bases de la reconstruction sont en place, mais qu'une vigilance constante est nécessaire pour éviter que cette trajectoire positive ne soit fragilisée par les menaces internes et externes. Ce qui est certain, c'est que la dynamique actuelle offre une perspective encourageante sur la résilience des populations burkinabées et sur l'efficacité des stratégies mises en place sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans les mois qui ont suivi la réintégration progressive des zones du Burkina Faso, plusieurs points de vue se sont confrontés concernant l'approche choisie par Ibrahim Traoré et ses équipes. Certains observateurs, notamment des analystes extérieurs, estiment que la stratégie déployée manque d'ambition et repose trop sur des solutions temporaires. Ces critiques soulignent que les efforts de sécurisation, bien qu'efficaces à court terme, risquent de ne pas suffire à assurer une paix durable. Selon eux, l'extension continue de l'intervention militaire pourrait mener à une concentration excessive du pouvoir, en minant les bases démocratiques et en renforçant la militarisation de la politique. À leurs yeux, la réouverture de routes et la réhabilitation des puits ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels du pays, qui nécessitent une réforme plus profonde des institutions. En revanche, le point de vue porté par les communautés locales, soutenu par un certain nombre d'analystes et de responsables régionaux, défend l'approche d'Ibrahim Traoré comme pragmatique et parfaitement adaptée à la situation actuelle du pays. Pour ses partisans, la stratégie de sécurisation progressive permet d'assurer une stabilité locale avant tout, en donnant aux populations un espace sécurisé dans lequel elles peuvent se reconstruire lentement, mais sûrement. Plutôt que de multiplier des actions militaires spectaculaires, Traoré a choisi de stabiliser les bases de la vie quotidienne, en réhabilitant les infrastructures de base, comme les routes, les écoles et les puits. Ces actions, bien que modestes en apparence, sont perçues comme les fondements nécessaires à une reconstruction durable. La clé de la différence entre ces deux points réside dans la vision du temps et des objectifs. Les critiques estiment que cette approche de terrain est trop lente et risque de manquer de la grandeur nécessaire pour éviter une autre catastrophe. Cependant, ceux qui soutiennent la méthode de Traoré soulignent que la lenteur du processus est précisément ce qui lui donne de la profondeur et de la durabilité. Ce n'est pas une guerre éclair, mais un processus de transformation qui s'inscrit dans la durée, où chaque progrès doit être consolidé avant de passer au suivant. Un autre élément clé de la stratégie de Traoré, souvent minimisé par ses détracteurs, est son insistance sur la présence humaine sur le terrain. Plutôt que de laisser des unités militaires déployer leurs forces de manière sporadique, il a opté pour des unités stationnaires et des figures locales, comme des enseignants ou des commerçants, pour s'assurer que la reprise des zones sécurisées soit accompagnée de gestes concrets. Ces petits gestes, comme un instituteur réouvrant une salle de classe ou une femme marchant seule vers un puits, témoignent du retour à une normalité essentielle. Les opposants à cette approche peuvent la qualifier de trop modeste, mais pour les populations locales, ces gestes symbolisent bien plus que des simples actions. Ils incarnent le retour à une vie normale. Le véritable défi réside donc dans la capacité de cette approche à s'installer durablement. L'équilibre entre sécurité militaire et stabilité civile, entre action visible et résultat, à long terme, reste fragile.
Cependant, la vision d'Ibrahim Traoré semble offrir une alternative convaincante aux stratégies militaires de grande envergure, en se concentrant sur les éléments fondamentaux de la reconstruction sociale et économique. Si cette approche continue à porter ses fruits, elle pourrait servir de modèle pour d'autres régions dévastées par des conflits, prouvant que la vraie force réside parfois dans la lenteur et la persévérance, plutôt que dans la rapidité de la victoire. Le tournant clé de la transformation du Burkina Faso se manifeste lorsque les villages autrefois dévastés commencent à reprendre vie, non pas à travers une révolution spectaculaire, mais par des gestes quotidiens devenus possibles. Ce changement ne se limite pas à une simple sécurisation militaire ou à un retour éphémère à la normale, mais à un processus continu où chaque avancée, bien que modeste, devient qu'un symbole de résilience. Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie de long terme où l'objectif est de sécuriser d'abord, puis de permettre un retour progressif des populations. Mais ce qui se révèle réellement à ce stade, c'est que la sécurité ne se résume pas à une présence militaire. Ce sont les habitants qui, peu à peu, reconstruisent leur vie. Le retour des familles déplacées, la réouverture des marchés et l'accès de nouveau à l'eau potable illustrent ce renouveau. Ce moment marque un changement profond. Une zone sécurisée ne suffit plus. Il faut qu'elle devienne vivable. Ce n'est plus seulement une question de contrôle militaire, mais de reconstruction d'une normalité, étape par étape. Et c'est à ce moment que l'on comprend que, dans cette transition, les actions individuelles ont un impact collectif immense. Les résultats tangibles de la transformation au Burkina Faso commencent à se dessiner à travers des changements visibles et mesurables dans la vie quotidienne des populations. Là où les familles fuyaient la violence, beaucoup commencent aujourd'hui à revenir chez elles. La route qui mène à la reconstruction est encore semée d'embûches, mais les premiers signes de stabilité sont incontestables. Ces retours ne se limitent pas à un simple déplacement physique. Ils sont le signe d'une résilience collective, marquée par des gestes quotidiens et essentiels. La reprise des activités économiques, bien qu'encore fragiles, montre un chemin vers la normalité. Dans les villages du nord et du centre, l'un des premiers changements a été la réouverture des marchés. Là où, il y a peu, les étals étaient vides et les rues désertes, des commerçants locaux réinstallent leurs petites échoppes, ravivant lentement l'activité économique locale. Bien que les chiffres d'affaires restent modestes, cette réactivation a permis de raviver l'espoir parmi les populations. Les échanges commerciaux entre les villages voisins sont rétablis. Et un réseau de solidarité commence à se réinstaller, soutenu par des programmes de microcrédit qui offrent une bouffée d'air frais aux petites entreprises. L'accès à l'eau, autrefois un luxe inatteignable, est devenu une réalité pour de nombreuses communautés grâce à la réhabilitation de puits. Le retour de l'eau potable a non seulement résolu des problèmes de santé urgents, mais il a aussi permis aux femmes et aux enfants de reprendre des activités normales, autrefois contraintes à parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau. Elles peuvent désormais retourner à leurs tâches quotidiennes avec moins de risques et de stress. Cette simple commodité devient un symbole de stabilité et un catalyseur pour d'autres progrès. En parallèle, l'agriculture, l'un des piliers forts de l'économie du Burkina Faso, commence lentement à retrouver sa place. Grâce à des programmes de distribution de semences, de matériel agricole et d'assistance technique, les champs autrefois abandonnés sont à nouveau cultivés. Le retour à l'agriculture a permis de réintroduire une forme d'autosuffisance alimentaire, réduisant ainsi la dépendance envers les importations et les aides extérieures. Les fermiers locaux, soutenus par des initiatives gouvernementales et internationales, sont revenus dans leurs terres et rétablissent les cycles de production. Bien que des défis persistent, ces avancées concrètes témoignent d'une relance économique véritable, axée sur la durabilité. Cependant, il reste une grande incertitude quant à la pérennité de ces progrès. La sécurité, bien que renforcée par des unités stationnaires, demeure fragile dans certaines zones périphériques. Des groupes armés continuent de sévir dans des régions isolées,
menaçant de perturber les avancées réalisées. Le climat politique et social reste instable, et les tensions entre différentes factions locales n'ont pas disparu. La reconstruction, aussi essentielle soit-elle, est un processus long et incertain, dépendant de la continuité des efforts de sécurité et des investissements dans les infrastructures locales. Néanmoins, ce qui est indiscutable, c'est que le Burkina Faso a amorcé un processus de transformation réel. Les signes visibles de progrès, comme les marchés rouverts, les écoles réactivées et les terres sans cultiver, sont des indicateurs clés d'une trajectoire positive, même si le chemin reste semé d'embûches. Les bases de la stabilité sont en place, mais la question demeure. Ces changements peuvent-ils se maintenir dans un environnement aussi volatile? Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour, 3 scénarios distincts peuvent se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois, en fonction de la direction que prendront les événements et des décisions stratégiques prises par les autorités, ainsi que des conditions sociales et sécuritaires du pays. Scénario de base. Progression stable mais prudente. Dans ce scénario, la dynamique actuelle de reconstruction se poursuit de manière stable, mais lente. Les unités de sécurité stationnaires et les patrouilles continuent de maintenir la paix dans les zones précédemment récupérées, permettant ainsi aux familles de revenir progressivement. Les marchés, bien que modestes, continuent de se rétablir, avec une augmentation progressive du commerce local. L'agriculture, soutenue par des investissements constants et la distribution de semences, se renforce. Cette stabilité permet aux familles de s'ancrer dans leur communauté, et les projets d'infrastructure, comme la réhabilitation des routes et des puits, poursuivent leur développement. Les programmes de microcrédit et les initiatives économiques locales se solidifient, soutenant les petites entreprises et offrant de nouvelles opportunités. Bien que la menace d'attaques sporadiques persiste, la gestion continue des crises permettrait d'éviter une régression majeure. Les conditions de vie s'améliorent lentement mais sûrement, et le pays commence à se relever, mais de manière graduelle. Scénario optimiste. Expansion rapide et consolidation. Dans ce scénario, les conditions de sécurité restent stables et les progrès réalisés en matière d'infrastructure et d'agriculture se renforcent grâce à un climat favorable. Les réintégrations de populations déplacées s'accélèrent, les marchés deviennent plus dynamiques et les échanges commerciaux augmentent considérablement. Le secteur agricole, soutenu par des conditions climatiques favorables et des investissements locaux accrus, connaît une reprise rapide, réduisant les importations et renforçant la souveraineté alimentaire du pays. Les écoles ouvertes attirent de plus en plus d'élèves et les services de santé se renforcent. La confiance internationale dans la capacité de reconstruction du pays grandit, attirant des investissements étrangers supplémentaires. Si la coopération entre les autorités locales et les organisations internationales continue de s'intensifier, le pays pourrait bien connaître une renaissance économique significative, dépassant les attentes initiales. Cependant, cette situation reste vulnérable à de petites crises locales qui pourraient déstabiliser l'ensemble. Scénario pessimiste. Retour en arrière et régression. Le scénario pessimiste envisage une détérioration des conditions sécuritaires, notamment avec une intensification des attaques de groupes armés dans les zones périphériques. Cette instabilité pourrait paralyser les efforts de reconstruction, et les familles déjà revenues risqueraient d'être de nouveau déplacées. Les marchés, fragiles, pourraient fermer à nouveau, ralentissant l'économie locale. Le climat politique pourrait également se tendre, avec des tensions internes sur la gestion des ressources et de la sécurité. Si la situation sécuritaire se détériore et que la confiance des investisseurs disparaît, cela pourrait entraîner une régression, non seulement dans les efforts de reconstruction, mais aussi dans les progrès réalisés en matière de sécurité et de gouvernance. Les initiatives économiques locales pourraient s'effondrer, exacerbant la pauvreté et les inégalités. Conclusion. Une lecture conditionnelle. Au final,
La trajectoire du Burkina Faso dépendra largement de la stabilité continue des zones sécurisées, de la capacité des autorités à maintenir un équilibre fragile entre sécurité, développement et cohésion sociale. Si la situation sécuritaire et économique reste favorable, le pays pourrait se relever plus rapidement que prévu. Si des événements imprévus surviennent, comme un renforcement des attaques ou des tensions politiques internes, les avancées réalisées pourraient être fragilisées. L'essentiel réside dans la gestion prudente des ressources et dans la consolidation des gains réalisés. Une chose est certaine, l'avenir immédiat du Burkina Faso est encore en équilibre, et son développement dépendra de la résilience de ses institutions et de ses habitants face aux défis à venir. Pour les citoyens du Burkina Faso, comme pour les observateurs extérieurs, la véritable question ne réside pas uniquement dans les chiffres ou les stratégies géopolitiques. Ce qui touche vraiment, ce sont les histoires humaines qui se cachent derrière ces données, les vies s'y transformées, les gestes simples qui, au quotidien, redéfinissent ce que signifie vivre dans un pays en reconstruction.